Bonjour, je suis Anna Maria Huber et aujourd'hui je vais aborder le thème de la gouvernance de l'éclaircissement des nuages marins. Je vais donc parler de l'application d'instruments, de normes et de processus existants à ces technologies pour l'urgence climatique, et je vais aussi expliquer ce que nous avons devant nous pour la gouvernance. Qu'est-ce que la gouvernance? La gouvernance est un terme, un concept exhaustif et assez vague qu'il est difficile de définir. Donc, en termes général, c'est les interactions qui existent entre différentes normes, structures et processus qui fixent comme on doit exécuter la responsabilité et les compétences, comment on prend des décisions et comment on implique les citoyens et aux parties prenantes. C'est un concept qui s'articule en différents volets et qui inclut différents interlocuteurs, gouvernementaux ou pas, le secteur privé et les citoyens. On peut prendre la légitimité, la transparence et la reddition des comptes avec la justice et l'équité, l'intégration de différents niveaux et d'organisation, la capacité, l'adaptabilité comme des éléments de référence d'une bonne gouvernance. Et d'ailleurs, cela s'inclut dans différentes discussions et débats sur la gouvernance nécessaire pour la modification du rayonnement solaire dans son ensemble et pour l'éclaircissement des nuages marins concrètement. Il y a certaines définitions institutionnelles, comme celle que vous pouvez voir sur l'écran, qui intègrent tous ces éléments que je viens d'énumérer. Pour ce qui est de l'éclaircissement des nuages marins et sa gouvernance, il y a différents domaines du droit et des politiques pertinentes, comme le droit de l'environnement, les droits humains, la paix et la sécurité mondiale, le développement international, la sécurité alimentaire et le droit de la mer. Dans cette présentation, vous verrez que nous ne partons pas de zéro. Il y a beaucoup de concepts juridiques, de considérations des juridictions et de normes qui peuvent être appliquées à des activités d'éclaircissement des nuages marins. Et il existe également des lacunes dans le cadre de gouvernance en vigueur pour cette technologie, tant aux échelles nationales qu'au niveau international. Et comme il existe des lacunes dans ces régimes, il faut se faire des questions concrètes qui ont lieu avec un futur cadre de gouvernance de l'éclaircissement des nuages marins, c'est-à-dire quels sont les objectifs de cette gouvernance, qui doit favoriser des mesures et les appliquer, à quel niveau, dans quel forum, à qui doit s'appliquer cette gouvernance et quel va être le format juridique de la réponse en termes de gouvernance. Nous allons maintenant expliquer certains cadres juridiques qui seraient susceptibles d'être appliqués à l'éclaircissement des nuages marins. Le droit national et international dispose d'une mosaïque de différents instruments et normes juridiques qui peuvent être importants pour l'éclaircissement des nuages marins. Parlons tout d'abord du droit international. Il y a différents principes et normes de droit coutumier international qui peuvent être appliqués à la gouvernance de l'éclaircissement des nuages marins. Le devoir de coopération, le devoir d'éviter des dégâts pour l'environnement transfrontalier, le principe de précaution, l'évaluation d'impact transfrontalier sur l'environnement et le devoir de consulter d'autres parties prenantes. Par souci de brièveté, je vais m'axer sur le droit d'éviter des effets sur l'environnement transfrontalier et sur le principe de précaution. Comme il a été dit dans la présentation précédente, l'éclaircissement des nuages marins peut s'accompagner d'effets secondaires indésirables, et par exemple en termes de modèles de précipitation, dans la quantité des pluies, dans les variations des précipitations tout au long de l'année. Et il est possible une action entreprise par un État en particulier en termes d'éclaircissement des nuages marins puisse produire des effets dans d'autres pays ou dans d'autres régions très larges, comme en haute mer, qui fait partie du patrimoine mondial.
les États ont l'obligation, en vertu du droit coutumier international, de veiller à ce que toute chose qu'ils entreprennent dans leur juridiction ne cause pas des dégâts environnementaux dans d'autres régions ou dans des zones qui ne sont pas sous l'égide de leur juridiction. Le principe de ne pas faire de dégâts oblige les États à se servir de tous les moyens dont ils disposent pour éviter des activités qui seraient réalisées dans son territoire, sous sa juridiction donc, mais qui pourraient faire causer des dégâts dans l'environnement d'autres États ou du patrimoine mondial. Cette obligation peut être invoquée lorsque le risque de provoquer des dégâts est considérable et elle doit être basée sur des critères objectifs et des évaluations irréfutables. La norme coutumière de la précaution donc de dégâts transfrontaliers a des éléments de procédure et substantiels. En termes de procédure, il faut mener des évaluations sur l'impact sur l'environnement et il y a une série d'obligations collatérales de négociation et de conseils ainsi que de divulgation d'informations. Par ailleurs, il existe le principe de diligence raisonnable qui est similaire à celle des normes de négligence, c'est-à-dire que les États doivent réduire au minimum le risque de provoquer des dégâts en déployant pour ceci tous les efforts possibles. Ce principe de diligence raisonnable s'applique aussi bien aux activités qui sont menées par l'État comme pour celles qui sont faites par des acteurs privés sur le territoire qui entrent sous la juridiction. Et ce qui est important pour l'éclaircissement des nuages marins, car certaines mesures de géoingénierie comme l'éclaircissement des nuages marins peut être menées par des individus privés ou par des scientifiques ou des entreprises. Si l'on tient compte du principe international de ne pas causer des dégâts, tous les États doivent, en fonction du droit coutumier international, donc doivent éviter de provoquer une dégradation au-delà de leurs frontières, et ceci est un élément important pour la gouvernance de l'éclaircissement des nuages marins. Ce principe de précaution trouve en quelque sorte sa source dans le principe 15 de la déclaration de Rio, qui rappelle que vous voyez donc sur l'écran, et qui rappelle qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude absolue scientifique ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Cette approche du principe de l'environnement est un nouvel élément du droit international de l'environnement qui vient des lacunes des régimes de gouvernance dont nous parlions précédemment. La différence fondamentale entre ce concept et le précédent a trait aux données probantes dont on dispose sur les dégâts que peut provoquer cette activité. Et donc, si on peut démontrer scientifiquement que l'activité est nocive et implique que l'on applique le principe de ne pas provoquer de dégâts, c'est-à-dire que dans l'étape précédente, on implique le principe de précaution jusqu'à ce qu'on puisse avoir des données probantes sur les possibles effets adverses de ces activités et c'est quelque chose donc que l'on peut appliquer à l'éclaircissement des nuages marins, surtout au mesure que son application va se faire plus grande. Et donc ceci comporte des risques potentiels qui doivent être définis à travers des études et des méthodes de recherche et d'évaluation. Donc, tant qu'on n'aura pas démontré une relation de cause à effet ou les conséquences de ces activités, on peut appliquer le principe de précaution. Pour ce qui est de sa condition juridique, le droit coutumier international est un principe plutôt neuf, mais il est clair que il peut être intégré à l'obligation générale de diligence raisonnable afin d'éviter des dégâts transfrontaliers. Nous allons maintenant voir quels sont les traités qui peuvent être appliqués à l'éclaircissement des nuages marins. Il est impossible de les exposer en détail car il y a de nombreux instruments qui peuvent potentiellement être appliqués à ces technologies. Donc, je vais m'axer sur les principaux qui sont le droit de la mer, le droit climatique international et la Convention sur la diversité biologique. Le droit de la mer.
Dans le préambule de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, on trouve donc une intention exprimée clairement par les rédacteurs de la Convention de favoriser un esprit de coopération et de compréhension mutuelle pour tout ce qui a trait au droit de la mer. Donc ça a été négocié et ça a été approuvé avant que le changement climatique ne fût un thème récurrent au niveau international. Mais malgré tout, cette convention est un traité vivant qui peut s'adapter aux défis que posent ces nouvelles technologies et en particulier l'éclaircissement des nuages marins à l'avenir. Il y a différentes rubriques dans la Convention sur le droit de la mer qui peuvent être utiles pour le développement et l'application de l'éclaircissement des nuages marins, comme la disposition sur les plateformes, les navires et les structures de la mer, la protection et l'utilisation de ressources marines, comme par exemple la protection de la pêche, la protection du milieu marin, le régime sur la pollution marine et sur les recherches scientifiques dans le milieu marin, les infrastructures marines, l'application de technologies marines et le respect de différentes utilisations légitimes de la mer, par exemple dans le cas où il y ait une sorte de conflit entre l'éclaircissement des nuages marins et les autres utilisations légitimes. En plus, on établit un processus de résolution des controverses. Les États ont différentes obligations en fonction de l'endroit où ils font cet éclaircissement des nuages marins. Les États souverains peuvent échapper à certaines de ces obligations s'ils font l'éclaircissement des nuages marins plus loin que son littoral. Il est donc fondamental de savoir où va être fait l'éclaircissement des nuages marins pour voir quelles sont les obligations juridiques qui sont appliquées. Par ailleurs, la Convention sur le droit de la mer établit également des normes sur d'autres questions, comme par exemple l'application de technologies, la protection et la préservation du milieu marin, qui donc est faite dans la partie 12 de la Convention. Toutefois, le terme milieu marin n'est pas défini et donc il faut se demander si ces dispositions de cette partie 12 de la Convention sont appliquées à la modification des conditions atmosphériques qui sont réalisées au-dessus des eaux marines. Toutefois, comme certains des effets secondaires peuvent se faire de la zone marine, alors oui, cette partie 12 serait appliquée. On ne sait pas encore jusqu'à quel point l'éclaircissement des nuages marins peut entraîner des changements dans le milieu marin, dans les écosystèmes, comment peut affecter une moindre modification du rayonnement solaire sur les eaux. Et donc, l'article 192 de la Convention fixe les obligations fondamentales qui incombent aux États pour protéger et sauver le milieu marin. Dans l'article 192 aussi, il y a des dispositions qui sont détaillées dans le 194 avec des mesures pour réduire la pollution du milieu marin. Donc la pollution du milieu marin est définie dans l'article 114 au début de la Convention et donc c'est l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin qui puissent causer des dégâts au milieu marin. La rédaction de cette définition peut ouvrir la voie à différentes interprétations susceptibles d'inclure également l'éclaircissement des nuages marins. Cette technologie ne suppose pas d'introduire de l'énergie dans la mer, mais plutôt de réduire l'énergie qui arrive aux eaux superficielles de l'océan. Et donc, il n'est pas très clair de voir si elle relève du traité en général et de la partie 12 concrètement. L'article 194.1 aborde la prévention de la pollution marine et donc établit une obligation de diligence raisonnable pour les pays pour que de façon individuelle ou commune, ils adoptent des mesures afin de protéger, de réduire et de contrôler la pollution dans le milieu marin et donc quelle que soit sa provenance. Et en principe, ceci pourrait être appliqué également aux mesures de géo-ingénierie comme l'éclaircissement des nuages marins.
D'un côté, l'éclaircissement des nuages marins peut être considéré comme une mesure nécessaire pour contrôler la pollution du milieu marin, comme conséquence des gaz à effet de serre, ce qui entrerait dans la définition de la pollution du milieu marin. On peut explorer l'utilisation de l'éclaircissement des nuages marins pour pouvoir protéger les coraux, éviter leur blanchissement qui est une conséquence du changement climatique, et donc pour contrôler la pollution, pour comment la contamination marine affecte le réchauffement des eaux. En revanche, on peut considérer l'éclaircissement des nuages marins comme une source de contamination, de pollution, avec l'utilisation des particules salines qui sont utilisées et dont la concentration serait plus grande, et donc il y aurait une plus grande déposition de sales aux alentours, et donc cela pourrait être considéré comme l'introduction d'une substance qui est susceptible de dégrader le milieu marin. En raison des incertitudes scientifiques qui entourent cette technologie, c'est le moment de négocier et d'approuver des dispositions car la Convention sur le droit de la mer n'intègre pas le principe de précaution dans son texte. Et donc, il faut garantir qu'il y ait une reddition des comptes depuis un point de vue juridique en raison des conséquences que peut avoir l'éclaircissement des nuages marins sur le milieu marin. Toutefois, comme je le disais, on pourrait appliquer le principe de précaution comme un élément de la diligence raisonnable. Un autre instrument est le protocole de Londres et son amendement sur la géo-ingénierie marine. En 2013, après d'avoir évalué des questions scientifiques liées à la polémique qui entourait la fertilisation des océans, les pays membres donc de la Convention et du protocole de Londres se sont mis d'accord sur un nouvel amendement qui s'applique à la géo-ingénierie marine. Et donc, la géo-ingénierie marine est définie comme une intervention délibérée sur le milieu marin afin de manipuler des processus naturels et de enrayer le changement climatique d'origine anthropogène, ses conséquences, et qui peuvent avoir des effets néfastes et des effets qui peuvent être longs, larges et sévères et graves. Cette définition juridique est la première fois où est établie une définition de géo-ingénierie climatique dans un instrument international contraignant. Et donc, on établit l'évaluation de mesures de géo-ingénierie d'une façon progressive et on applique une approche de liste positive, c'est-à-dire seules les approches qui sont incluses dans l'annexe font l'objet de la réglementation. Par exemple la fertilisation des océans. En voyant cela, on pourrait penser que la définition ne s'applique pas à la modification du rayonnement solaire, mais cela couvre des méthodes d'éclaircissement des nuages marins qui utilisent la fertilisation des océans pour renforcer les nuages. Donc, certains scientifiques considèrent que l'utilisation du sulfure de diméthyle du biote océanique pourrait être utilisée pour créer des noyaux de condensation des nuages, bien que d'autres scientifiques doutent de l'efficacité de cette approche. Quoi qu'il en soit, le fait que la fertilisation des océans soit incluse dans l'annexe 4 actuellement permet des activités de recherche sur des approches distinctes, mais interdit tout autre type de fertilisation des océans qui ne sont pas incluses dans le protocole. Et de toute façon, l'amendement n'est pas encore en vigueur car simplement il y a 6 parties contractuelles qui ont déposé leurs objets d'acceptation, ce qui montre clairement quelles sont les limites des instruments juridiques internationaux et comme base de gouvernance de ces techniques qui peuvent être appliquées à l'avenir.
Et nous allons maintenant parler de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 qui a été négociée et approuvée car il y avait une conscience du besoin d'appliquer des mesures pour endiguer le changement climatique d'origine anthropogène. Cette Convention cadre fixe la base juridique et les normatives pour le régime climatique mondial, dont la dernière intégration est l'approbation et l'entrée en vigueur de l'accord de Paris de 2015. L'objectif ultime de la Convention cadre est de créer et de stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour éviter des effets plus nocifs d'origine anthropogène du climat. Et cela donc vise à éviter le changement climatique d'origine anthropique. L'article 2, alinéa 1 de l'accord de Paris dit qu'il faut maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et qu'il faut redoubler d'efforts pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Donc cette disposition est mise en avant comme base non seulement du besoin d'éliminer des gaz à effet de serre pour remplir ces objectifs, mais également pour comme argument qui permet d'appliquer des études de recherche et des technologies qui peuvent faciliter cet objectif. Dans l'article 4, alinéa 1 de l'accord de Paris, les parties disent qu'il faut parvenir dans les meilleurs délais à un plafonnement des émissions des gaz à effet de serre pour ensuite parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les pluies au cours de la deuxième moitié du siècle. Et donc, ceci est brandi comme une mesure qui permet l'application ou qui reconnaît qu'il faut avoir recours à l'élimination du CO2. Bien que l'éclaircissement des nuages marins ne soit pas interdit, l'accord de Paris ne fixe pas le besoin d'avoir recours à des technologies de modification du rayonnement solaire. Nous allons maintenant passer à la Convention sur la diversité biologique de 1992. Cet accord fixe un régime international pour préserver la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments et pour répartir de façon juste et équitable les bénéfices qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques. Depuis 2008, les États membres ont approuvé une série de décisions dans les conférences des parties qui ont trait à la géo-ingénierie. La décision X33 de la COP numéro 10, dans son paragraphe 8W, vise qu'il faut veiller conformément à la décision 916 sur la fertilisation des océans, la biodiversité et le changement climatique, en l'absence de mécanismes de contrôle et de réglementation de la géo-ingénierie fondés sur des données scientifiques mondiaux et transparents et efficaces, et conformément à l'approche de précaution et à l'article 14 de la Convention, à ce qu'aucune activité de géo-ingénierie liée au climat susceptible d'affecter la biodiversité ne soit menée, jusqu'à ce qu'il y ait une base scientifique adéquate pour justifier ces activités et une prise de conscience appropriée des risques associés pour l'environnement et la biodiversité. Ce paragraphe exhorte donc les États à appliquer la diligence raisonnable nécessaire dans le domaine de leur juridiction pour éviter les effets néfastes sur la diversité biologique et dispense du besoin de mener des études de génie climatique s'il y a une justification scientifique en fonction de conditions concrètes. En plus, il y a une autre décision plus récente qui remonte à 2006 sur la géo-ingénierie liée au climat et donc, où sont réaffirmées les décisions antérieures de la COP et où il est souligné l'importance du régime climatique international pour l'ingénierie climatique
climatique, ainsi que l'importance de s'attaquer à la cause des problèmes à travers la réduction des émissions et de l'absorption d'émissions pour réduire les émissions anthropiques par les sources et pour augmenter l'absorption par des puits de carbone. Qui plus est, on met sur l'accent sur le besoin de faire des recherches transdisciplinaires, bien que ne soient pas fixées des conditions complètes pour faire ces études de recherche. Par ailleurs, il y a d'autres instruments juridiques qui eux aussi peuvent être appliqués à l'échelle nationale. Sur cette image, nous voyons comment l'éclaircissement des nuages marins peut avoir des conséquences dans la zone terrestre de certains pays et d'affecter par exemple des entreprises, des activités commerciales comme l'hôtellerie, et au cas où par exemple il y a des pluies permanentes comme on voit sur cette image, c'est-à-dire que il peut y avoir des cadres juridiques et des lois nationales qui s'appliquent. Par exemple, des législations sur la protection marine, sur la protection des ressources hydriques, sur des espèces en danger, sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement, des études sur la modification du climat et des dispositions qui ont un lien avec la responsabilité civile extra-contractuelle ou sur les nuisances publiques ou privées. Il faut aussi dire qu'il y a une série d'instruments de droit mou, donc non contraignants, qui peuvent être appliqués et qui ont été imaginés surtout par des universitaires face à l'augmentation prévue de ces techniques de géoingénierie climatique et qui prétendent apporter des lignes directrices sur l'éclaircissement des nuages marins et sur la recherche en la matière. En plus des instruments juridiques internationaux, il y a des institutions dont le mandat peut couvrir l'éclaircissement des nuages marins. Donc, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Commission du droit international, l'UNESCO, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, l'Organisation météorologique mondiale ou le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC. Je n'ai pas le temps de parler en détail de toutes ces institutions, mais j'aimerais mentionner des points importants qui peuvent être importants pour l'éclaircissement des nuages marins. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, et c'est l'organisme principal qui est chargé des questions d'environnement dans le système onusien. Et donc, il compte une composition universelle car tous les pays membres des Nations Unies y participent et il y a un mandat très clair pour donner des conseils politiques sur des questions fondamentales comme le changement climatique, les catastrophes liées au changement climatique, les conflits ou la gouvernance de l'environnement. Le PNUE s'est déjà impliqué dans l'ingénierie climatique et lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement et lors de la 4e réunion annuelle de cette Assemblée qui a eu lieu en mars 2019, la Suisse et d'autres pays ont proposé une motion pour évaluer certaines alternatives de géoingénierie. Dans cette résolution, on demandait au directeur exécutif de cette assemblée de faire une évaluation sur des approches de géoingénierie, en particulier sur l'élimination du dioxyde de carbone et la modification du rayonnement solaire. Et on lui a demandé également d'inclure une série de termes pour que ceci soit étudié. Et comme c'est souvent le cas dans ce type de forum de négociation, la proposition a été donc fait l'objet de différents cycles d'examen et tout cela s'est soldé par un manque d'accord, ni sur l'application ou l'incorporation du principe de précaution dans la partie des dispositions du texte.
La Commission sur le droit international, quant à elle, a été créée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1947 pour faire des études et donner des recommandations et des conseils sur le développement progressif du droit international et sur la codification de celui-ci. Un programme de travail sur la protection de l'atmosphère qui a été mis en marche il y a dernièrement s'est traduit par un examen par la Commission du droit international de questions qui sont liées à la géo-ingénierie, le terme qui est utilisé en la matière, et donc et également sur les limites de ces activités qui peuvent avoir modifié les conditions atmosphériques. Il y a des conseils préliminaires qui recommandent ces activités qui prétendent modifier délibérément l'atmosphère doivent être faites avec une grande prudence et beaucoup de précautions en conformité avec les normes en vigueur de droit international. Je voulais également parler de l'Organisation météorologique mondiale, qui est un organisme créé par spécialisé donc et des Nations Unies, qui a pour but de faciliter et de prôner la coopération internationale ainsi que la coordination de comportements nationaux qui ont trait à l'atmosphère, la terre, les océans, le climat et les phénomènes météorologiques de façon générale. Donc, grâce au mandat qu'il lui est octroyé, ce programme de l'Organisation météorologique mondiale pourrait être élargi pour inclure la modification du rayonnement solaire en général et concrètement l'éclaircissement des nuages marins. Donc, on établit que la modification du climat qui est susceptible de conduire à une augmentation des précipitations, des changements par exemple dans des dégâts qui sont produits par la grêle ou l'ensemencement des nuages, eh bien tout ceci doit être évalué et soumis à des recommandations de meilleures pratiques. Cette modification des conditions météorologiques pourrait intégrer donc l'éclaircissement des nuages marins. Donc cet organisme est bien placé pour endosser la coordination d'activités que les pays mènent et pour coordonner des efforts de recherche et établir une série de critères qui prennent en compte les conséquences juridiques, sociales et économiques de ces expériences d'éclaircissement des nuages marins. C'est un thème très vaste, donc nous avons trop peu de temps pour pouvoir le voir en détail. Mais donc la conclusion principale est la suivante. Le système juridique international actuel ne dit pas grand-chose sur l'application de ces technologies. Le cadre institutionnel et juridique qui existe donc de nos jours pour l'éclaircissement des nuages marins envisage certains défis et des difficultés. C'est pourquoi il faut des mécanismes qui prônent une meilleure coordination et une plus grande efficacité au niveau international en termes de coopération entre les États et aussi d'autres organismes intergouvernementaux. Les études ont défini des lacunes dans le cadre en vigueur qui exige donc une meilleure coopération internationale pour qu'il y ait un système de gouvernance juste et efficace pour ces technologies. Et enfin, il y a une série de questions qui sont liées à la recherche qui pourraient être abordées dans certains instruments juridiques internationaux. Et donc, il faut avoir cela en tête quand on veut appliquer l'éclaircissement des nuages marins. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.